Les autorités ont mené une opération coup de poing ce matin au rond-point de Montebello. Le contrôle a porté sur l'alcoolémie, les excès de vitesse et les éléments de sécurité. Il s'agit de limiter la casse avant les fêtes. Carulis et l'UGTG sont-elles engagés dans un bras de fer à mort? Après l'impasse de ce week-end, les gendarmes sont intervenus pour évacuer le dépôt de l'entreprise que le syndicat tentait de bloquer. Les explications sont à venir d'Yvan Lemar. L'idée d'un procès contre les responsables pour avoir de l'eau dans le robinet fait son chemin. L'Ordre des avocats vient de recevoir la caution de plusieurs associations et collectifs. Germain Parent, président du comité de défense des usagers de l'eau, sera notre invité. Dans quelques jours, c'est la fin de l'année. Entre cochons, boudins, champagne et résolution, le bain des marais est en bonne place. Tout à l'heure, nous verrons les secrets d'une pratique bucolique et mystérieuse. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce mardi 19 décembre 2017. Le chapelet d'accidents qui endeuille les routes de l'archipel a conduit les autorités à prévoir des opérations de prévention et également de répression. Ce matin, au rond-point de Montebello, une telle opération a eu lieu avec un objectif précis, éviter que les routes ne se transforment en cimetière à la veille des fêtes. Reportage Moïse Dexter, Yvan Lemar. Une dizaine de gendarmes étaient mobilisés pour cette opération de contrôle. Objectif, limiter les comportements accidentogènes. L'accidentalité en Guadeloupe, elle est multiple. Donc on s'attaque aux facteurs de risque que sont la vitesse, évidemment, l'alcoolémie et le non-port des équipements de sécurité, à savoir le casque et la ceinture. C'est particulièrement important. Et nombre d'infractions de ce type-là sont constatées en Guadeloupe, ce qui est totalement anormal. Au mois de novembre dernier, 6 personnes ont été tuées sur la route en Guadeloupe. Avec les fêtes de fin d'année, décembre reste le mois où il y a le plus d'accidents, raison pour laquelle les autorités resteront mobilisées. Pour ce mois de décembre, Monsieur le Préfet a demandé à ce que les forces de l'ordre réalisent des opérations ciblées, spécifiques. Alors vous assistez actuellement à une opération de contrôle vitesse, mais il faut savoir que hier, par exemple, il y a une opération de contrôle sur les 2 roues qui a été réalisée. Et tout au long de cette période de fête, des contrôles spécifiques seront réalisés, notamment des contrôles d'alcoolémie et du stupéfiant. L'idée n'est pas de prendre en traître les automobilistes. On est bien sur une opération de dissuasion et de répression. De dissuasion, pourquoi? Parce que les forces de l'ordre ne se cachent pas, elles sont visibles, elles sont bien identifiées. Et en soi, ça permet déjà à montrer aux usagers de la route qu'il convient juste de respecter les règles de conduite pour pouvoir faire en sorte que les fêtes de fin d'année restent un moment de fête et pas de tragédie. Du côté des automobilistes, ces actions sont plutôt bien accueillies. Je me suis fait arrêter juste pour un contrôle, savoir si les papiers sont à jour, bien sûr, si j'ai mon permis surtout. Oui, c'est une très bonne chose. Comme ça, on sait si jamais il y a un souci... Selon les autorités, pour que mort n'ait ce mois-ci en Guadeloupe, en moyenne 6 personnes sont tuées sur les routes au mois de décembre. Le conflit qui oppose les salariés de l'UGTG à la direction de Carulis tarde manifestement à trouver son épilogue. Ce matin, le ton est monté d'un cran. Lorsque l'UGTG a voulu bloquer le dépôt de l'entreprise, les gendarmes sont intervenus. Le reportage d'Yvan Lemar. Ce matin, tous les sites des bus Carulis étaient de nouveau bloqués. À Jarry, les gendarmes étaient mobilisés pour libérer le dépôt. Vers 11 h, le barrage est levé par les forces de l'ordre sans opposition. Pour les grévistes, l'objectif était de maintenir la pression. Pourquoi tout comprendre après, puisqu'il y a une grève, là, les salariés qui réclament respect à droit en termes de paiement de salaire, en termes d'organisation de travail, en termes d'hygiène de sécurité. Qui réclament également que le pays tout ça est pas doué. Après pratiquement 3 jours de négociation de du travail, nous pas arrivé à trouver un accord. Mais pourtant, revendication, nous, ils fondés, qui existait toujours. Donc, de toute façon, conflit à ça qui est résoudre, bien qui s'y base en accord de plein conflit. Alors, bien évidemment, on va maintenant monter la pression et nous attendons qu'ils reprennent les négociations de façon à ce qu'elles nous permettent de règlement conflit à ça par un accord qui va permettre les salariés de trouver tout droit. Les négociations sont toujours en cours, sans aucune réelle avancée pour le moment. C'est une trois points d'achoppement. Nous recommandons à ce que tous les rappels de salaire dus pour heures supplémentaires non payées, pour repos non attribués, pour repos compensateur non attribué,
Nous commandons à ce qu'ils payent tout le monde même sens là, le même niveau là, pour qu'ils fassent le même travail là. Autrement dit, si nous fait parce qu'il y a moins anciens qu'on paye, moins ce qui est les plus anciens, alors qu'il y a une prime de santé qui fait la différence. Donc harmonisation de rémunération. Nous commandons à ce qu'il y ait une augmentation de salaire, puisqu'il a décidé de mettre en place un panier par cycle sur 10 semaines, qui fait que le salarié qui travaille plus et touche moins. Ça a fait un perte de revenus de près de 200 €. Donc nous avons réclamé que 200 € le perte de revenus parce que les salariés payent fait heure supplémentaire encore, qu'ils mettaient un salaire de base là pour permettre que les salariés aient un salaire net par mois de 1 500 €. Pour le moment, il y a 1 200 € pour des sous-traitants qui travaillent par semaine, plus de 40 heures, voire 50 heures de travail par semaine. Les dépôts Carulis du Gosier et du Rézé étaient toujours bloqués cet après-midi. Concernant la direction, malgré nos sollicitations sur cette situation, elle n'a pas donné suite à notre demande de commentaires. Autre pays, autre conflit et même blocage. Cela fait 5 jours que les salariés de Guyaver sont en grève et n'a toujours pas de solution avec la direction. Voici le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Voici l'entrée du groupe Guyamazone, bloqué depuis quelques jours par cette benne à ordures. Le groupe rassemble 8 entreprises dans les secteurs du nettoyage industriel, de la propreté urbaine et de la blanchisserie industrielle. Ce sont les salariés de la société d'entretien et d'aménagement Guyaver qui sont en grève depuis jeudi dernier. 9 salariés sur 10 réclament l'allocation d'un 13e mois. Bon matin encore, on va recevoir une note bagaille venue signer fin de conflit. Mais et avant, si nous avons parlé hier, nous n'avons pas cherché une réponse en dedans. Nous avons parlé, nous avons arrêté du 13e mois déjà. Nous ne pouvons pas avancer dans le bagaille, nous ne pouvons pas acquis, nous ne pouvons pas gagner et pas oublier un rétablissement des choses. Alors qu'on va parler des salaires, nous ne pouvons pas arriver en ça. À nous rester en l'air 13e mois pour nous gagner avancer. Et puis ensuite, nous voici notre point. Pour le groupe Guyamazone, si cette grève se poursuit, c'est la clé sous la porte assurée. Seul un camion d'enlèvement d'ordures sur 8 est actuellement en activité. Ils ont mis en place du matériel de l'entreprise devant des camions de collecte d'ordures ménagères et autres. Il est impératif qu'ils nous laissent reprendre l'usage de ce matériel. Les échanges avec la CACL sont constants. Nous avons actuellement des véhicules qui assurent les collectes. Effectivement, nous n'en avons pas suffisamment puisque le matériel, une grande partie est bloqué. Donc les rattrapages de retard sont organisés en concertation avec l'agglo. Ce matin, un protocole de sortie de crise a été proposé par la direction du groupe. Il prévoit notamment le report du versement de la prime au premier semestre 2018, même si ce 13e mois n'est pas prévu dans la convention collective selon la direction. De plus, la conjoncture actuelle les empêcherait de répondre aux attentes des grévistes dans l'immédiat. Comme toutes les entreprises de Guyane, parfois en difficulté du fait déjà d'une part de ce mouvement social qu'on a eu en mars-avril qui, il est vrai, a occasionné un manque à gagner réel. Et ensuite, nous sommes dépendants, on va dire, à 90% de la commande publique. Et malheureusement, nos collectivités sont connues pour avoir des retards de paiement et la trésorerie est mise à mal aussi de ce fait. Des arguments loin de satisfaire les grévistes. Parce qu'il y a même dans le groupement, un groupement individuel. Alors, qui gagne plus de difficultés? Pas de sortie de crise en vue, les négociations se... L'heure de la cause de l'eau. Récente décision du barreau de l'eau de vouloir attaquer les dirigeants qui ne nous permettent pas d'avoir de l'eau dans le robinet, apportent en quelque sorte de l'eau à son moulin. Germain Parent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du comité de défense des usagers de l'eau. Ça fait longtemps que vous vous battez dans ce pays? Très longtemps, mais je suis prêt à continuer. À continuer. Oui. Et pourquoi les gens disent Germain Parent, il ne fait plus rien, il a été acheté? Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais en attendant, Germain Parent continue à se battre et n'arrête pas. Peut-être parce qu'on vous a vu dans des réunions, dans des déjeuners, dans des dîners, les gens disent finalement... De toute manière, quand on travaille, il faut manger. On ne peut pas travailler sans manger. Quoi qu'on en dise, non, mais ce n'est pas ce type de repas, c'est des repas, je sais pas, conventionnels, on vous voit dans tous les dîners. Soigneusement soignés, je n'y suis pas. Alors, il n'y a pas ça. Il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Oui. Et Germain Parent restera toujours l'homme qu'il est et ce qu'il est
comme on le voit. Là, vous nous rassurez. Alors, les avocats ont pris une initiative, ils disent qu'ils veulent attaquer les responsables. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette initiative? Tout à fait, puisque le 7 décembre dernier, l'ordre des avocats est sorti de leur silence en disant que nous sommes prêts à faire payer pour l'eau qui est très chère, le bien-être de la Guadeloupe, qu'on ne leur donne pas et qu'on l'assassine, entre autres avec des factures. Et comme l'ordre au barreau des avocats nous ont tendu une perche, nous avons tout de suite lancé un écrit en leur disant que nous acceptions d'avoir un rendez-vous avec eux pour discuter sur la question qui nous paraît nécessaire. Et qu'est-ce que vous allez leur dire aux avocats lorsque vous les rencontrerez? Qu'est-ce que vous allez leur dire? On est prêt à faire une action de masse avec des usagers pour que le procès puisse aller à son terme? On est prêt à leur amener tous les dossiers et ceux qu'ils ne savent pas encore pour qu'ils puissent connaître la situation et voir qu'est-ce qui aura déclenché contre ce processus qui a été mis en place pour empêcher que le Guadeloupéen ait de l'eau à son robinet. Alors, Monsieur Parent, qu'est-ce qui nous a conduit à cette situation? Parce qu'on parle beaucoup de... Mais quels sont les quelques éléments clés qui nous ont conduit à cette situation? Les éléments clés, c'est simple. Tout le monde le sait. La loi de la décentralisation a permis que nos élus, nos représentants, nos responsables ont eu ce qu'ils voulaient. Maintenant, la gestion de l'eau était le leur. Ils n'avaient qu'à assumer leurs responsabilités. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'ils ont tous failli. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'État dit non, vous avez trop de soucis politiquement entre vous, vous avez politisé cette affaire trop. Maintenant, il faut arrêter. Il faut que l'usager, la Guadeloupe, ait de l'eau comme partout ailleurs, à un coût. Et il faut que l'eau arrive au robinet. Est-ce que sur les factures, comme les gens disent, on a prélevé de l'argent pour la réparation des réseaux? Mais absolument. Entre les Combien d'argent? Est-ce qu'on peut estimer? On peut estimer ce qu'on ne peut pas estimer, des millions d'euros qui sont partis en fumée. Et d'ailleurs, depuis 50 ans, on a prélevé des taxes et des taxes fixes, on a prélevé des abonnements et on a prélevé aussi ce qu'on appelle la FNDAE sur l'usager. Donc tout cet argent a été collecté normalement pour refaire cette canalisation qui est vétuste aujourd'hui avec 65% de fuite. Qui a collecté cet argent? La Générale des Eaux? Il n'y a pas que la Générale des Eaux. Il y a la Générale des Eaux, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les syndicats et les régies ici en Guadeloupe. Les syndicats locaux? Les syndicats locaux. Ont aussi mangé? Aussi fait disparaître toute cette manne d'argent qui était là pour réparer cette canalisation dont je l'ai dit vétuste. Donc quand on dit que l'argent a disparu, ça veut dire l'argent est allé dans la poche de certains responsables politiques? Il n'y en a pas une seule collectivité aujourd'hui. D'ailleurs, je ne parle pas des collectivités, je parle des responsables qui étaient en place. Toutes les responsables, ils ont participé. Tout l'argent qui a été collecté, c'était dans leur poche. C'est la loi qui a à leur demander, puisque j'ai déposé plainte au tribunal contre tous les maires de la Guadeloupe. Quand est-ce que vous avez déposé cette plainte? Ça fait plus de 3 mois et j'ai été déjà entendu sur cette affaire. Donc je crois que cette affaire va faire répercussion. Et qu'est-ce que vous avez apporté comme élément contre les maires? Il y a des éléments parce qu'on ne peut pas dire aux usagers qu'il n'y a pas d'eau au robinet, or que l'usager a payé depuis 50 ans. Il a payé les taxes, il a payé tout ce qu'il fallait. Maintenant, il devrait déjà avoir de l'eau parce qu'il y a de l'eau. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il faut qu'il y ait une gouvernance parce que nos responsables ont failli par tous les plans. Ils ne savent pas faire. Il ne suffit pas de changer les noms des boîtes qui existent, il faut changer les hommes qui n'ont pas la compétence de faire. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je dis que l'État a déclaré depuis en 2009 avec le mouvement du LKP qu'il met de l'argent, mais il faut qu'il y ait une gouvernance de l'eau en Guadeloupe. Et cette gouvernance-là, il faut qu'il s'approprie d'une manière générale avec les usagers de l'eau, bien entendu. Il faut qu'il y ait les travailleurs, il faut qu'il y ait les socio-professionnels et bien entendu avec des élus. Donc il faut qu'il y ait une gouvernance pour qu'on puisse gérer cette affaire d'eau. Mais comme toutes les communautés d'agglo aujourd'hui sont défaillants, ils n'ont pas d'argent, c'est fini pour eux, on leur dit qu'il faut absolument qu'on arrive à se mettre d'accord avec tout ce beau monde-là. Pour trouver une solution, il faut qu'il y ait un opérateur en Guadeloupe pour pouvoir faire les travaux. Donnez-moi votre opinion, Monsieur Parent. Qui peut prendre la direction des opérations? Qui est le mieux placé pour le faire? Vous me parlez de mieux placé en Guadeloupe. Il faut qu'il y ait un gestionnaire, quelqu'un qui sache gérer avec tout ce que je vous ai dit à l'autre côté. Quelle structure? La région, le département,
les structures communautaires d'agglomération. Mais ce n'est pas une question de département ou de région. Il faut sortir du lot, parmi toutes ces politiques en Guadeloupe, une personne qui va pouvoir gouverner cette structure unique. On va appeler ça une structure unique. Mais il va falloir que ça soit bien entouré avec les représentants d'usagers. Oui, mais ça, on a compris ça. Mais qui peut prendre le leadership de cette affaire-là? Je ne sais pas qui. Je ne pourrais pas nommer de nom de qui et de quoi qui va pouvoir faire. Quand M. Chalus dit « il peut », vous êtes d'accord avec lui? Chacun en Guadeloupe, chacun des élus va pouvoir dire « je n'ai pas à dire qui c'est qui a la capacité ou qui n'a pas la capacité ». Je pose une question simple. Est-ce que vous pensez que le président de la région est parmi les mieux placés? Moi, ce que je peux vous dire, à qui vous demandez à qui on peut donner à gérer? Eh bien, moi, je dis à tous ces gens qui ont failli à leur responsabilité de laisser le comité de l'eau, de défense des usagers de l'eau de la Guadeloupe, gérer cette affaire. On vous donne la gestion? Ah ouais, absolument, pourquoi pas? Donc vous êtes prêt à je suis prêt piloter, et je leur demande 2 ans. Quelle est votre légitimité, M. Parent? La légitimité, c'est la Guadeloupe, c'est les Guadeloupéens, c'est les usagers qui n'ont pas d'eau. Donc vous voulez écarter les politiques et... Je ne dis pas qu'il faut écarter. Les politiques ont quand même la responsabilité de leur commune. C'est eux qui ont... Ils sont élus, ils sont légitimes. C'est eux qui sont élus, qui sont légitimes. Mais s'ils n'y arrivent pas... Vous voulez les pousser de côté? On ne les pousse pas, on leur dit simplement que comme vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la capacité, vous ne pouvez plus, vous avez des défaillances morales, des défaillances physiques, et vous avez une défaillance où il n'y a pas d'argent. C'est 2 ans pour régler le problème. 2 ans pour le régler. Des investissements pour améliorer le réseau. Mais attends, mais l'État vous dit, il le dit encore dernièrement dans les écrits, l'État a assigné, a assommé les élus en leur disant que vous avez failli à votre rôle. Maintenant, je vous demande de trancher et de créer une gouvernance pour que le Guadeloupéen puisse avoir de l'eau de manière qu'il puisse payer. Bon, alors cela, c'est vraiment une histoire sans fin. Monsieur Parent, les tours d'eau vont continuer pendant combien de temps? Je peux vous... Nous allons aussi demander des communautés d'agglomération ultra rapidement, de manière à discuter avec eux sincèrement et avec tout fait possible. Et si ça ne fonctionne pas, qu'on continue à jouer le jeu politique qu'on est en train de faire depuis tantôt, je peux vous rassurer que l'État le sait déjà de toute manière et que la marche à suivre, c'est que la Guadeloupe, les Guadeloupéens, mettra les moyens qu'il faut pour qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Si on ne veut pas travailler pour nous donner de l'eau, eh bien nous allons prendre de nouveau, en 2018, l'ensemble du territoire en otage pour bien montrer que les Guadeloupéens ne peuvent pas rester à genoux. Donc, ce que vous nous dites ce soir, si après cette démarche, il n'y a pas de solution, si la plainte, n'aboutit pas, vous êtes prêt à agir avec on bloque tout? On a fait tout ce qu'on pouvait. On a commencé d'un bout pour arriver à un autre. Aujourd'hui, le gouvernement l'a bien dit et il sait très bien que la faute ne vient pas aux usagers. Ça ne vient qu'aux élus, qui sont des irresponsables. Et nous leur demandons, avec l'appui de l'État, nous leur disons que nous allons prendre des décisions, parce que je ferai appel à titre personnel avec les travailleurs qui sont sur le terrain, avec le collectif de M. Harry Olivier qui est à mes côtés, et nous allons mettre en place un système pour que les usagers de la Guadeloupe puissent dire non. D'accord. Ce massacre-là, il faut l'arrêter. On vous a accordé vraiment le temps de pouvoir vous expliquer parce que c'est un dossier important. Et là, je vous propose de venir faire un petit tour avec moi en Guyane, où la ville de Cayenne a obtenu le label Écoquartier. Très important, c'est lié à sa politique d'investissement. On regarde le reportage de la TV Guyane. C'est à la Cité des Sciences à Paris qu'environ 150 villes de France se sont vues remettre un prix pour leur participation au projet Écoquartier. L'écoquartier est un label donné à une ville pour un projet d'aménagement urbain visant à intégrer des objectifs dits de développement durable concernant la gestion de l'énergie, de l'eau, des déchets ou de l'aménagement de l'habitat. Parmi ces villes, Cayenne a reçu un prix Écoquartier, étape 2 sur une échelle de 4, pour son projet d'aménagement du quartier Hibiscus. Je suis très fière d'être ici pour recevoir ce label Écoquartier, étape 2. Alors cette étape 2, précisément, c'est le fait d'avoir premièrement réalisé un projet, le réaliser. Aujourd'hui, la ZAC Hibiscus est réalisée à 80%. Donc nous sommes en phase de réalisation. Et nous sommes même déjà en phase plus que de réalisation parce que certaines parcelles sont déjà livrées, sont déjà construites et les habitants ont commencé déjà à habiter le quartier. Il y avait se greffer là-dessus un enjeu technique
extrêmement prégnant, qui est le fait que c'était une zone basse, donc potentiellement inondable en fait. Et d'ailleurs, dans les premiers prix qu'a eu ce quartier, c'est un prix de l'aménagement en zone inondable. Et un des points forts du quartier, ça a été de pouvoir transformer cette contrainte d'inondation en un agrément d'aménagement, puisque nous avons pu notamment faire en sorte que des bassins de compensation de crues deviennent en fait des bassins, des espèces de petits lacs qui sont une amélioration du cadre de vie avec un parcours sportif autour et qui marche très très bien. Les habitants se sont vraiment appropriés cet espace. Très très fiers d'avoir pu prouver qu'une zone inondable peut être constructible après. Hibiscus a reçu un prix pour son effort d'aménagement. Il reste maintenant 2 autres étapes à franchir pour recevoir l'an prochain la récompense suprême d'accomplissement du projet. Vous êtes sur TV Guadeloupe, restez avec nous. Dans un instant, je vous proposerai de partir prendre un bain des marais pour que l'année se termine bien pour vous. Et avec l'ouverture de la pêche aux oursins, ce matin, nous aurons 2 oursins au menu pour terminer cette édition. Cela fait partie de nos traditions, le bain des marais, à l'approche de Noël, à Bidouille et au moment des fêtes. Vous pouvez aller sur les plages, prendre un bain qui va vous délivrer de tous vos problèmes. Reportage à TV Guadeloupe. Sur son étalage, Nicaise propose toutes sortes de feuillages qui serviront à préparer des bains des marais. Un bain des marais, c'est un mélange de feuilles. C'est-à-dire on peut mettre de vinaigre, armoise, plus fort que l'homme fort, tout un mélange. C'est pour se laver le corps. Des fois, en général, c'est plus en fin d'année, par exemple à cette période-là. Oui, c'est-à-dire avant la nouvelle année, même après aussi. C'est bénéfique, quoi. C'est un bain bénéfique, les gens se sentent bien après. Dragon rouge, qui vivra verra, balai doux, une multitude de feuillages supposés posséder des vertus particulières, voire mystiques. Il y a le patchouli, c'est pour la chance, pour bien se faire voir, amour, chance, patchouli. Il y a de vinaigre. Le vinaigre, c'est pour se laver le corps après toute l'année, pour avoir un corps propre, pour être propre. Et puis vous avez aussi 9 chemises. Il y a 9 chemises, il y a herbe coupante. On peut aussi se baigner avec. Et 9 chemises, on l'utilise aussi pour la chance, en fin d'année. Si certains feuillages sont exclusivement réservés au bain des marais, d'autres arborent plusieurs utilisations. Le framboisin, il y a le pourpier, le TPI et le dattier. C'est-à-dire après un abus d'alcool ou d'excès de gras, quand on a mangé trop gras, c'est-à-dire la viande de cochon, et après on peut prendre par exemple une tisane. On peut dire tisane, c'est-à-dire la tisane, il faut faire 1 litre et boire par exemple pendant 3 jours de suite. Ou bien un thé, on peut dire un thé, c'est-à-dire une tasse. Quand on dit un thé, c'est une tasse, une petite branche dans chaque. Et on fait un bol de thé, on peut boire le soir au coucher ou bien le matin. Remède rasier au feuillage, tous les moyens sont bons pour tenter de bien démarrer l'année à venir. Reportage de Karen Diapin et d'Isabelle Amour dans notre régie. C'est surtout le pourpier qui a retenu l'attention à cause des fêtes à venir. Le fameux type assez caractéristique de la vendeuse que l'on sortait de sa torpeur a-t-il véritablement vécu chez nous? En tout cas, l'accueil semble avoir fait de grands progrès chez nous. Voici le reportage de la TV sur ce problème de l'accueil en Guadeloupe. L'accueil en général, eh bien écoutez, c'est très bien, les gens sont vraiment très gentils et c'est de mieux en mieux parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on vient et on trouve que ça progresse énormément au niveau justement de l'accueil, du tourisme, voilà, on se sent très très bien ici. Écoutez, très sympathique, hein. En tout cas jusqu'à maintenant ça fait 3 jours qu'on est arrivé et aucun problème, c'était très bien. Eh ben, je dirais pareil, hein. Je confirme, on est très bien accueillis, il n'y a pas de problème. Ça fait 15 jours, malheureusement, on va repartir samedi. Mais je peux rien à rajouter, tout est parfait et voilà, on reviendra. Nous, on est ravis, hein. C'est la France, c'est chez nous, on est très bien. Très bon. Les gens sont très gentils, très sympathiques. Les gens, ils sont vraiment assez gentils. Ils sont un peu timides au départ et puis après, ça va. Ça va, ils sont gentils, oui. L'accueil a vachement amélioré depuis 20 ans. Voilà. Parce que je venais déjà en vacances il y a 20 ans. Et je trouve qu'il y a toujours eu un accueil, mais je pense qu'il y a peut-être, d'un côté au niveau des métropoles, qui sont peut-être assez fermés. Et moi, comme je suis quelqu'un d'assez ouvert, j'ai trouvé que l'accueil était très bien, quoi.
Et ces touristes sont pour l'ouverture de l'Oursin. Ça a commencé ce matin, c'est pour seulement quelques jours. La restauratrice propose un flan plutôt qu'une omelette, longtemps inscrite comme entrée sur sa carte. J'ai auparavant utilisé beaucoup l'oursin en omelette, mais comme nous sommes déjà plusieurs restaurateurs à faire la même chose, donc j'ai préféré innover. Clara met un point d'honneur à utiliser des produits frais. Le matin, elle guette l'arrivée des pêcheurs et court s'approvisionner en caviar des Antilles, nettoyé et prêt à l'emploi. La pêche aux oursins blancs est réglementée et réservée aux marins pêcheurs professionnels, munis d'une autorisation annuelle de pêche. Clara cuisine dès l'ouverture de la saison le flan aux oursins. Dans la composition de sa recette, il faut de l'émincé d'échalotes, de la tomate, du persil, des cives, de l'ail et un soupçon de piment. Avec tout ça, nous faisons revenir tous ces ingrédients à la poêle. Une fois que c'est revenu, donc tout commence à ramollir un peu, nous le mélangeons donc à 10 œufs, dont 5 seront utilisés intégralement et les 5 autres, on va enlever le blanc et utiliser que le jaune. On y rajoute un demi-litre de crème fraîche, un demi-litre de lait entier. Mélanger tout ça et remplir, au préalable, beurrer les petits ramequins, les remplir, mettre dans un plat qui va au four avec un peu d'eau pour faire un bain-marie. C'est cuit. Cette recette originale qui lui vient de son fils, aussi restaurateur, est servie comme entrée avec des petits morceaux de pain croustillant. Et les clients apprécient beaucoup. À vous d'essayer. Bon appétit. La saison ne dure que quelques jours. Eh bien, quelques informations pratiques maintenant utiles à votre quotidien. Toujours les coupures d'eau. Demain mercredi, la zone des abîmes et goyaves de 18h à 6h. Ce sera à Destrélan, Bémao, porte 4 et 5, entre 13h et 17h30. Et si vous voulez joindre la rédaction d'ATV, eh bien, ma foi, 05 90 60 11 11. Cette édition est terminée. Je vous en rappelle les principaux titres. Il y avait une opération ce matin à Montebello pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'accidents. Donc pendant les fêtes, les gendarmes ont tenu à faire de la prévention et de la répression également. Carulis, le conflit ne s'est toujours pas achevé. Un bras de fer s'est installé entre l'UGTG et la direction de l'entreprise. Ce matin, les gendarmes ont dû dégager l'entrée à Jarry. L'idée d'un procès contre les responsables pour avoir de l'eau fait son choix. En quelques jours, c'est la fin de l'année. Entre cochons, boudins, champagne et résolution, le bain des marais est en bonne place. Nous avons vu les secrets d'une pratique bucolique et mystérieuse de notre pays. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.